Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le retour du Magal West. Il est 17h et on lance ensemble notre avant-dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 juin. Aujourd'hui, côté musique avec la Ferrarock, nous découvrirons Half Asleep. Notre émission sera aussi consacrée à l'événement littéraire jeunesse Partir en livre avec notre invité qui nous présentera la programmation pour cet événement qui revient fin juin. Un rapide flash sur l'actualité havraise ainsi que la météo du jour, l'agenda des sorties locales ainsi qu'un reportage chanté avec Adriana sur le sommeil grâce aux plantes. Et puis plus tard dans l'heure, JB nous initiera à un sport méconnu, le Hornous. On reste donc ensemble branchés et on commence tout de suite avec notre météo qui s'annonce assez pluvieuse pour le reste de la journée. Et oui, cet après-midi, un temps nuageux avec un léger rafraîchissement. Le mercure va osciller autour de 21 degrés, mais de la pluie à nouveau attendue en fin de journée. Le soleil se couchera à 21h50. Pour demain matin, prévoyez un ciel plus lumineux avec quelques éclaircies. Le soleil se lèvera à 5h20 avec un week-end annoncé aussi instable, un ciel mitigé, risque d'averses à nouveau, voire risque d'averses orageuses. Vigilance jaune en cours en Seine-Maritime. Au Havre, après la récente rénovation de la maternelle de l'école Grouchy, les travaux se poursuivent avec l'aménagement des espaces publics. C'est l'heure des infos sur Westrack. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations de ce jeudi 12 juin 2025. Le Havre, après la rénovation de la maternelle de l'école Grouchy, les travaux se poursuivent. À Coqueré-aux-Villes, la ville poursuit la rénovation du groupe scolaire Géane. Après la maternelle, c'est au tour des 2 écoles élémentaires. Le chantier a commencé en février pour une réouverture prévue à l'hiver 2026. L'objectif, améliorer le confort, l'accessibilité et les performances énergétiques. Budget total, 7,4 millions d'euros financés à plusieurs niveaux. Les élèves, eux, sont accueillis dans une école provisoire juste à côté. Au Havre, 3 amis se lancent un défi, traverser la Manche à la nage. Ils s'appellent Pierre, Arthur et Nicolas, ils ont une vingtaine d'années et ils se sont lancés un drôle de défi. Traverser la Manche à la nage en relais entre Douvres et Vissant. Une aventure sportive mais aussi engagée à travers leur association Squid M. Ils veulent sensibiliser à la protection des cétacés dans la Manche. Leur traversée devrait durer entre 20 et 30 heures. L'abbaye de Montivilliers expose des sculptures de l'artiste Cécile Rénal. L'abbaye de Montivilliers accueille jusqu'à la fin de l'été 2 installations de la sculptrice Cécile Rénal. Dans À la table des dames, elle s'inspire de récits de femmes entendues en résidence. Dans Le cœur des bêtes, elle questionne notre relation au vivant. Des œuvres en argile, fragiles, expressives, ouvertes à l'interprétation. L'entrée est libre les mercredis, samedis et dimanches. Une explosion de couleurs au centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville avec le Cercle des artistes havrais. Le Cercle des artistes havrais expose jusqu'au 29 juin au centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville. 7 artistes au style très varié, paysages, sculptures, visions fauves ou poétiques, parfois très brutes. Une exposition éclectique, vivante à découvrir chaque week-end de 15h à 19h. Fécamp, modernisation et nouveaux tarifs. La piscine intercommunale s'apprête à rouvrir ses portes. Après des mois de travaux, la piscine de Fécamp sera de nouveau accessible cet été. De nouveaux horaires, des installations rénovées et une nouvelle grille tarifaire. Entrée à 5 € pour les adultes, 4 € pour les enfants, gratuit pour les moins de 3 ans. Une hausse modérée, selon la mairie, mais critiquée par une partie de l'opposition. Le centre aquatique a coûté 2,5 millions d'euros. Merci de votre attention, le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. La prise de parole du PDG d'Air India après le crash d'un Boeing 787 en Inde au sein de la ville d'Ahmedabad. Campbell Wilson n'est pas encore en mesure d'expliquer les raisons du drame. Des enquêteurs britanniques vont être envoyés sur place pour tenter d'y voir plus clair. L'avion transportait 242 passagers, il n'y aurait aucun survivant. Plus de 200 corps ont été retrouvés, qu'il s'agisse de passagers ou de victimes présentes dans le bâtiment où l'avion s'est écrasé. Le parquet de Dijon requiert la mise en examen pour meurtre du collégien qui a tué une surveillante mardi à coups de couteau. Il doit être présenté à un juge. Selon le procureur, l'adolescent n'a exprimé aucun regret. En hommage à la victime, une minute de silence a été respectée à midi dans les établissements scolaires du pays. Lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dénoncé une désinhibition de la violence. 2 mouvements dissous par le gouvernement, Lyon Populaire, un groupe d'extrême droite, ainsi que Jeunes Garde, un mouvement antifasciste. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau reproche à ces groupes d'exalter la haine et la violence. Le porte-parole de Jeunes Garde, le député insoumis Raphaël Arnaud, annonce qu'il va faire appel devant le Conseil d'État. L'encadrement des loyers sera-t-il prolongé ? Une proposition de loi en ce sens a été déposée par la gauche, alors qu'en novembre 2026, le dispositif doit arriver à son terme. À l'heure actuelle, 72 villes expérimentent l'encadrement des loyers, notamment Paris, Lille et Lyon. Pour le sénateur communiste Yann Brossa, supprimer le dispositif de l'encadrement dans une ville comme Paris, c'est organiser une explosion des loyers. Un espoir pour Jennifer, l'enseigne de prêt-à-porter va être en partie reprise par les marques Beau Manoir et Célio. Cette reprise permettra de préserver plus d'un tiers des presque 1000 salariés de Jennifer. L'enseigne avait déjà été placée en redressement judiciaire il y a 2 ans. Et puis le magazine américain Time aura bientôt sa déclinaison française. Elle sera lancée en fin d'année et prendra la forme d'un trimestriel papier. Cette nouvelle publication mêlera contenus originaux en français et articles sélectionnés dans l'édition américaine. Un site web sera également lancé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente fin d'après-midi. Les infos en direct. À l'instant, on retrouve tout de suite 3 rendez-vous à ne pas manquer dans la région et dans les jours à venir. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Monti-marché d'été à Montivilliers, voilà le retour des marchés nocturnes à partir de ce samedi. C'est donc de 18h à 23h dans les rues Léon Gambetta, la place du Docteur Chevalier, avec artisans, producteurs locaux et food trucks organisés par la ville de Montivilliers. Plus d'informations sur le site. Une visite guidée qui se déroulera ce soir jusqu'à 19h, un moment original d'histoire urbaine organisé par la ville, la visite guidée du tunnel Sainte-Marie. Plus d'informations sur le site lehavre.fr. Enfin, vendredi, Happy Dog Show, c'est au Havre, à 20h au quai de la Dordogne, animé par DJ Davidon, une soirée blanche et ticket d'or à gagner avec de la musique. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Aujourd'hui, on plonge en plein cœur avec Roberta Lips et son nouvel opus édité sous le label indépendant, le CEP Records. Chanteuse et auteure-compositrice d'origine franco-italienne, Roberta Lips s'est forgée un univers où la douceur et l'intensité se rencontrent dans une alchimie délicate. Son parcours artistique est marqué par une recherche d'émotions brutes, celle qui touche sans détour, qui capture l'instant et résonne bien après la dernière note. Passionnée par les mélodies organiques et les récits intimistes, elle façonne sa musique comme une confession sonore avec une élégance teintée de mélancolie. Way to do the job without having to say a single word. Like ice that go by pen, breathing the thickest, coldest air while humming there. Then quiet torture song. On the other side of the glass
black. There was no waiting for a signal, nor from the stillness an escape, only an expression on a face imposed to sound. To the intransigent curve of the chin, the slow surrender of a tear, a tongue resigned, heavy with the taste of an impossible cry. After the minutes and the hours, light alterations in light and color, then the unthinkable fade to black. After the minutes and the hours, slight variations in light and color, then the impossible fade to black. Avec en plein cœur, Roberta Lips livre un album d'une rare sensibilité, comme une confession mise en musique. Chaque morceau s'apparente à une fenêtre ouverte sur son monde intérieur, un monde où la mélancolie côtoie la lumière, où les silences ont autant de poids que les mots. Les arrangements y sont minutieusement façonnés, faisant la part belle aux cordes vibrantes, aux harmonies vocales épurées et aux entreactes subtils de piano et de guitare délicate. Ici, l'espace sonore respire, laissant à chaque élément sa juste place comme une conversation intime entre l'artiste et son auditeur. Across the
Les textes sont à la fois simples et profonds, portés par une écriture poétique qui va droit à l'essentiel, pas de détour, pas d'artifice, juste une sincérité brute qui donne à l'ensemble une puissance émotionnelle rare. Certaines chansons prennent la forme de murmures, d'autres s'élèvent avec force, mais tout ont ce point commun d'être chargées d'une intensité qui ne laisse personne indifférent. En plein cœur est un album qui s'écoute comme une traversée émotionnelle, un voyage où l'on accepte de se laisser porter, d'être touché, d'être secoué parfois, mais toujours avec cette sensation d'être au plus proche d'une vérité musicale précieuse. Et cet album est disponible toute la semaine sur vos radios Ferrarock. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était Half Asleep, votre découverte Ferrarock, duo normand qui électrise la scène locale avec ses sonorités planantes entre pop et électro. Je vous invite à découvrir l'album directement sur le site de la ferrarock.org. Et puis demain, pour notre dernier Mag à l'Ouest de la semaine et de la saison, on découvrira une autre artiste pour la sélection Ferrarock. Avant tout ça, je vous propose de parler sommeil. Avez-vous du mal à trouver le sommeil, notamment avec la chaleur ? Adriana a la solution pour vous. Elle vous livre quelques astuces pour mieux dormir naturellement grâce aux bienfaits des plantes, notamment la camomille, la lavande et la mélisse, à retrouver tout de suite en reportage. Cette exposition a été mise en place afin d'illustrer un texte qui date de la période médiévale, d'après l'an 800, lorsque Charlemagne est alors empereur. Ce texte s'appelle le Capitulaire de Lys, il n'avait jamais été... Les plantes qui aident à diminuer le stress, ça va être notamment le coquelicot, qui est sédatif. On va pouvoir le trouver en diverses tisanes mélangées à du tilleul ou encore de la sauge. On s'en servait aussi il y a quelques décennies de cela pour mettre dans les biberons des bébés pour les aider à s'endormir. On a des récits de grand-mère qui racontent tout ça. Juliette Lecroc, adjointe du patrimoine au musée d'art et d'histoire, présentait le 17 mai une visite guidée unique à l'abbaye de Graville. Intitulée Bonne nuit, elle proposait de découvrir les plantes apaisantes. Westrack y a fait un tour pour vous donner les secrets d'un sommeil de qualité. Mais attention, ce n'est pas sans risque. Bien se renseigner avant vraiment de se lancer dans la cueillette de fleurs, de plantes pour ensuite s'en servir, puisque le pavot, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au coquelicot, peut être nocif. Son latex contient de la morphine et de la codéine, et c'est à partir de ça d'ailleurs qu'on fabriquait l'opium. Pour terminer, tout à gauche, vous allez avoir cette fleur blanche qui est donc de la camomille, bien connue aujourd'hui. Elle a des effets apaisants de nouveau sur les yeux, très bonne pour la digestion, c'est aussi pour cela qu'on la boit en tisane, et elle a des effets sur l'anxiété, elle va la réduire. Mais pour vous en parler plus en détail, je vais vous orienter cette fois-ci vers Julie Arquet, une herbaliste qui est présente ce soir et qui vous fait déguster les tisanes qu'elle fabrique elle-même. Dans le cloître de l'abbaye, une vingtaine de personnes s'amoncellent autour du stand de Julie Arquet, spécialiste des plantes médicinales. Alors j'ai une tisane au choix. Donc tisane nuit douce ou une tisane tonus. Donc une va favoriser le sommeil, l'autre va vous permettre de tenir toute la soirée. Que retrouve-t-on dans cette tisane douce nuit ? Épines, du basilic, de l'escolzia, de la matricaire et de la passiflore. Donc il y a des plantes qui vont effectivement favoriser le sommeil, qui vont induire le sommeil. On dit qu'elles sont légèrement hypnotiques. Elles vont donc réduire le temps de l'endormissement. Ensuite, il y a des plantes qui vont apaiser et limiter les réveils nocturnes, comme la passiflore par exemple. Après, tout ce qui est l'aubépine, le basilic et la matricaire, ce sont des plantes qui vont agir sur la digestion si elles nuisent à l'endormissement, mais ce sont des plantes qui vont aussi réguler le système nerveux et favoriser un sommeil de meilleure qualité. Jessica nous donne son avis. Je la trouvais très bonne. Je suis très familiarisée avec les tisanes. Souvent, on dit que c'est pour l'endormissement, mais je trouve plutôt que c'est pour l'apaisement. Et vous avez senti le goût de la camomille dans celle-ci qui a plusieurs autres fleurs? Oui, tout à fait. J'ai une grande habitude de prendre la camomille depuis des années, depuis tout petite. Moi, je viens du Pérou. Et souvent, on dit que la camomille, c'est lorsqu'une personne est énervée, beaucoup de stress à gérer dans la journée, et on dit prendre la camomille, ça fera du bien. Maintenant que vous connaissez les plantes qui aident à dormir, il ne reste plus qu'à savoir comment les préparer.
Julie Arquet. Devant vous, là j'ai mis différents accessoires en fait pour vous expliquer l'art de la tisane en fait, parce que c'est vraiment un rituel qui est composé de pas moins de 10 étapes. D'abord, forcément, on va sélectionner notre ou nos plantes en fonction de ses besoins ou de ses envies, donc déjà la plante. Ensuite, on va sélectionner le contenant, qui est très important parce que la plante doit vraiment être immergée dans l'eau. Donc une théière, une tisanière ou même une casserole. Voilà, on va mettre nos plantes, on va mettre la quantité d'eau nécessaire et on va faire chauffer dans la casserole ou dans notre bouilloire. Alors celle-ci, elle est avec température réglable. On a notre contenant, notre eau. On va venir chauffer donc entre 85 et 90 degrés. Ensuite, on va venir verser, si on est en mode bouilloire, on va venir verser notre eau sur la plante qu'on aura mis dans notre théière ou notre tisanière et on va laisser infuser pendant une dizaine de minutes. Si 10 minutes c'est trop aromatique, on peut baisser. On bénéficiera quand même des bienfaits thérapeutiques des plantes. En ce qui concerne la partie casserole, dès que l'eau est à frémissement, on va sortir la casserole du feu et on va laisser également infuser pendant une dizaine de minutes. Après ce temps-là, on va filtrer. Donc forcément, la tisanière c'est facile, la théière également, mais on peut aussi venir verser nos plantes dans notre petite tasse avant de déguster. Je vous ai mis aussi le petit sachet, réutilisable, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser. Une tisane peut être dégustée chaude ou froide, on bénéficiera quand même de ses bienfaits. Donc, l'équivalent d'une cuillère à soupe pour un mug comme celui-ci, 250 ml. Une cuillère à soupe selon la densité des plantes, parce que ça va aussi rentrer en compte. Vous avez vu, la passiflore par exemple, elle est réduite. Donc là, on va plutôt prendre une cuillère à soupe rase. Si on a du thym ou de la cannelle ou des petites plantes comme ça, on va plutôt partir sur une petite cuillère. Avez-vous des questions ? Je crois que tout est clair et que vous allez pouvoir passer de meilleures nuits grâce aux plantes. Voilà, j'espère que vous trouverez un peu mieux le sommeil ce soir grâce à Adriana. En tout cas, moi, je compte appliquer ses conseils. Quelque chose qui ne risque pas de vous endormir avec ce sport insolite chez JB et le retour de sa chronique culturée. Un sport venu de Suisse, le Hornus, à mi-chemin entre le golf et le lancer-disque. Un sport traditionnel, un sport insolite qui ne demande qu'à être connu, suspense et découverte en vue. Bien loin du green fraîchement tondu et de leurs golfeurs en polo pilotant de petites autos, à l'époque actuelle où il existe même du golf indoor, une variante sur écran géant, les Suisses ont trouvé une manière bien plus amusante de frapper super fort un petit objet rond super loin, sans chichi ayant résisté au temps et aux interdictions de l'église, mais on y reviendra. Au-delà du Mont Blanc sur les terres helvétiques dont on ignore quel coin parle quelle langue, surnommé sobrement le golfe des paysans, le Hornus siffle le long des champs suisses. Les horloges suisses sonnent toutes l'heure de se culturer sur le sport national suisse, le Hornus. Avant toute chose, un petit point géolinguistique, parce que le Hornus, c'est surtout joué en Suisse alémanique. La Suisse alémanique, c'est le gros de la Suisse. Ça représente 70% de la population et 65% du pays. Le reste, ça va se départager entre la Suisse romande, celle qui parle normalement, c'est-à-dire le français, à l'ouest du pays, la Suisse italienne au sud, où on parle la langue de Mario et Luigi, et enfin, langue chiffrée à 0,5% de locuteurs, le romanche, une langue typique du canton des Grisons. Oui, comme la viande, un dialecte aux 5 variations. Les Suisses, en plus d'avoir inventé la police d'écriture Helvetica, voilà, une petite info inutile, ils révolutionnent la barrière de la langue dans un même pays en l'appliquant à un seul canton. Assez impressionnant. Ce préambule a l'air un brin sorti du chapeau pour le plaisir, mais détrompez-vous, car Hornus en allemand suissique, allemand suissique ça sonne quand même moins bien, j'en conviens, eh bien ça veut dire frelon.
Ça fait sens vu que le sport est un sport rural qui s'inscrit dans la tradition des jeux campagnards. C'est conséquemment que ses premières émergences auraient eu lieu en 1655 à Troubes. Évidemment, vu que ça date d'il y a super longtemps, il n'y a rien de certain. Des textes d'un Johann Fischart disent 1575 et des registres paroissiaux placent l'arrivée d'Urnus autour du 16e, 17e. On peut accorder une bonne légitimité à ces registres, vu que le clergé suisse, il n'a pas des masses accrochées au délire. Dès 1675, une église se plaint des nuisances sonores qui gênent une petite chorale. Mais surtout, le Ornus attire davantage le chaland que la messe dominicale. Donc réaction du clergé afin de remplir les églises, partager le vin de messe et aider les fidèles perturbés par ce sport impie. Interdiction toute simple, il a fallu attendre 1886 pour que l'église bernoise autorise les parties le jour du Seigneur. Des parties assez conviviales qui sentent bon la campagne et les bons copains. On y jouait à la fin des étés ou en automne quand les champs étaient fraîchement moissonnés. On se retrouvait entre jeunes paysans et on affrontait ceux du village voisin dans la joie et la bonne humeur. Ah, beau tableau qui n'est pas vrai. En fait, les paysans jouaient à qui c'est qui est le plus fort au Ornus pour se pavaner ou régler des contentieux entre voisins. Et évidemment, les hommes étant des hommes, à la fin, peu importe le vainqueur, le contentieux supposément arrangé par la partie n'est pas arrangé par la partie. Il y a bagarre. Au mieux, ils régleront ça à la prochaine partie de Ornus, je suppose. Heureusement, la violence n'est pas la seule solution des hommes. Évidemment, il y a aussi la bouffe ou la bière. Quand on perd, parfois le perdant paye l'un ou l'autre pour arranger tout. Aujourd'hui, le Ornus s'est démocratisé. Les hommes et femmes de tout âge y jouent. Exception faite de ce qu'on appellera la Ligue 1 du Ornus qui est exclusivement masculine. L'association fédérale de Ornus, inventée en 1902, compte 6000 pratiquants amateurs répartis majoritairement dans le canton bernois, l'Emmental le bernois, mais aussi le canton d'Argovie et de Soleure. Et on se peut s'en douter, qui dit association fédérale implique compétition officielle. Il n'y en a pas une, encore mieux, il y en a deux. Le festival national de Ornus a lieu tous les 3 ans. La prochaine édition, au moment où j'enregistre, se déroulera en août 2027. Oubliez les plages, visitez la Suisse, terre de contraste et de secrets bancaires. Bref, quoi est-ce qu'on y gagne? On sent les racines paysannes du sport. Parmi les prix, une couronne de feuilles de chêne ou une cloche de vache cérémonielle. Parfois, on peut aussi gagner du bétail. C'est plutôt bien pensé, ça vous donne la cloche de vache et la vache qui va avec. On reconnaît le pragmatisme helvétique. Autre grand événement du sport suisse, la fête d'un pays entier, la fête fédérale de lutte et de sports alpestres. Prenant place, elle aussi, tous les 3 ans, c'est la fiesta des sports traditionnels suisses, car on n'y pratique pas uniquement le Ornus, on y ajoute 2 sports au nom bien plus parlant, tels que la lutte suisse ou lutte à la culotte, variante où on lâche le lycra moulant et les gymnases pour une bonne joute en bermuda bien crado sur un cercle couvert de sur de bois. Un sport assez simple dont les vainqueurs récupèrent le prestigieux titre de roi de la lutte. Vous vous dites que c'est léger comme récompense pour se faire valdinguer. Vous avez raison. Le deuxième sport, le lancer de pierre. Explication rapide, même si je ne crois pas qu'elle soit extrêmement nécessaire, le vainqueur, c'est celui qui jette le gros caillou le plus loin. On y compte 3 catégories, la pierre de 20 kg, la pierre de 40 kg et la pierre d'une spunen, une pierre aux origines légendaires. La caillasse, elle pèse 83 kg, 2 kg supérieur au poids moyen d'un homme en 2020. Donc, partez du principe que le détenteur du record Marcus Mayer
est parvenu à lancer l'équivalent d'un humain mâle à 4,11 m. Un combat entre lui et le vainqueur du tournoi de lutte à la culotte, le roi de la lutte, c'est juste un combat de kaiju suisse. D'ailleurs, revenons sur notre caillou très lourd, parce qu'il a une histoire, ce caillou. On va faire d'une pierre deux coups. Voilà, il fallait le faire, ce jeu de mots. La France a eu son vol de la Joconde, la Suisse a le vol de la pierre d'Unspunen, une saga historique durant la question jurassienne. Malheureusement, la géopolitique suisse n'est pas mon point fort. Moi, c'est plus les sports nationaux paumés, pas les conflits politiques nationaux paumés. Je vous laisse pas sans info non plus. Ça daterait le début de cette histoire de 999. Il y a encore des répercussions aujourd'hui et il y en aura au moins jusqu'en 2026. Le problème, une histoire de rattachement et d'indépendance du canton du Jura par rapport au canton de Berne. Une petite querelle francophone versus germanophone, gros débat politique, référendum, attentat. La pierre d'Unspunen, au milieu de ce bazar, elle a été volée 2 fois. La première fois, elle est prise en otage par un groupe séparatiste jurassien. Oui, ils ont pris en otage un caillou. Puis la seconde fois, on est sur un vol plus mystérieux. On accuse le groupe séparatiste de la dernière fois, sauf qu'ils disent que cette fois-ci, c'est pas eux. Pourtant, on trouve des armoiries jurassiennes sur le lieu du vol. Un journal reçoit des photos anonymes de la pierre en 2024 qu'on déclare être la véritable pierre d'Unspunen, une véritable saga historique, qu'on me donne un stylo et qu'on en fasse un film, une série, que dis-je, un film. Et évidemment, dans tout ça, la dernière partie de cette sainte trinité du sport suisse, le Hornus. L'historien Simon Engels dira que ce sont ces 3 sports qui ont rapproché les populations rurales et les villes, mais surtout créé le sentiment national suisse. Parlons du sport en lui-même et sans détour. Sachez déjà qu'il est inspiré des jeux de paume et de cannes germaniques. Le jeu de paume, explication. Oui, j'avais promis aucun détour, c'était donc évident que j'allais en faire un. Il y a 2 manières d'y jouer, la manière riche et la manière pauvre. Vous n'avez pas affaire ici à du jargon technique, malgré l'expression jeu de main, jeu de vilain. Oui, c'est une phase jeu de mots nul que j'ai actuellement. Les aristos jouaient, mais pas de la même manière que les vilains. Les riches, ils jouaient en 1 contre 1 avec un filet en intérieur. En somme, c'est assez proche du tennis. Les pauvres, ils jouaient à la longue paume. Et succinctement, c'est tout l'inverse des riches. Donc vous reprenez tous les éléments précédemment cités, vous inversez, ça donne le volleyball. Des 2 styles, on se souvient mieux du style aristocrate, puisqu'il aura notamment instauré et inspiré le système de points du tennis actuel. Vu qu'à chaque point marqué, les participants devaient se rapprocher du filet. Une première fois, ils avançaient de 15 pieds, la seconde encore 15 pieds, vous remarquerez que ça fait 30, puis de 10 pieds, soit 40, 15, 30, 40, comme au tennis. Connaissance utile si vous comptez participer un jour à un jeu télévisé. Je suis sympa, je vous donne une deuxième info, un pied parisien à l'époque, ça fait 32,48 cm. Quittons les pieds. À l'oral, bon à l'écrit aussi d'ailleurs, ça sonne un peu bizarre. Si vous voulez faire une partie de Hornus, il vous faudra beaucoup de place, mais genre vraiment beaucoup. 280, 350 mètres à peu près. Vous le divisez en 20 zones numérotées. Les champs. Cette aire de jeu commence 100 mètres devant le boc, qui est la rampe de lancement sur laquelle on va poser le Hornus. Alors, ce petit frelon, on l'appelle comme ça parce qu'un Hornus, c'est un palais de 78 grammes. En ordre d'idée, c'est plus lourd qu'une balle de golf. Et s'il est bien frappé, il est presque aussi rapide qu'une Porsche 911 Turbo S, soit 306 km/h. C'est genre très très rapide et quand ça part dans le champ, ça fait un petit sifflement, d'où le nom. Pour le frapper, on utilise un fouet ou appelé aussi traffe. Je mobilise votre imagination afin que vous visualisiez correctement l'objet. Prenez un maillet de cricket, entre l'extrémité marteau et la poignée, vous remplacez le bois par un fil, parfois en fibre de verre, en alu, en carbone. Niveau visuel, c'est l'enfant illégitime du marteau olympique et du maillet. Une fois que vous avez proposé votre meilleur swing avec tout ce matos, c'est l'équipe adverse qui va devoir bosser 16 à 20 gus en fonction de leur ligue répartis sur les champs, munis de leur Schindel, vont s'acharner à choper le Hornus en plein vol. Restons dans le visuel pour que vous puissiez voir de quoi on parle. Le Schindel, qu'est-ce que c'est ? Bien grosso modo, c'est une pelle à pizza. Vous avez in fine une armée de pizzaiolos dont l'objectif est d'empêcher le Hornus d'aller trop loin. Le palais étant un tantinet rapide, les intercepteurs sont obligés de s'affubler d'un casque. Peu nombreuses sont les blessures, elles arrivent quand même.
souvent grave vu que vous mangez en général un Ornous en plastique à la vitesse d'une Porsche. Moyennement étonnant, largement étonnant, il y a une étude de l'hôpital de Berne sur le sujet. Preuve s'il en est qu'il suffit de marquer quelques mots-clés et le mot d'étude que vous cherchez et vous trouverez toujours un scientifique qui a pensé à la même question con que vous. Merci la science et les scientifiques sans occupation importante. Maintenant qu'on sait à peu près jouer, comment compte-t-on les puntos ? Chacune des 20 zones composant les champs sont marquées par des zielis qui délimitent les zones et indiquent les distances de frappe. Donc si le lanceur, disons, envoie le Ornous en zone 15, et l'équipe adverse écope d'un numéro, le numéro 15. Bien, faut pas récupérer de numéros. L'équipe gagnante est celle qui aura le moins de numéros, par conséquent, qui interceptera le plus souvent le Ornous. L'accent est mis sur la défense et le travail d'équipe, sauf en cas d'égalité. Là, on fait un cumulé des tirs réussis pour voir qui c'est qui a lancé le plus loin. D'après les observateurs, car oui, il y en a, il y a des observateurs de Ornous, le Ornous représenterait parfaitement l'état d'esprit suisse. La coopération, je suppose, donc en fait partie. Leur côté pas pressé non plus, vu que les parties durent quand même 4 heures minimum, le temps que le tireur des deux équipes est tiré 4 fois, et également un sacré chauvinisme que je ne pensais pas trouver chez eux. Les Suisses sont giga fiers de leur pays et de leurs sports nationaux, que ce soit lancer un caillou super loin ou envoyer super loin un palais avec un nom d'insecte. Remarque, il y a de quoi, on a vu plein de petites histoires, toutes liées à la grande histoire. On a parlé prise d'otage de Pierre, phrase toujours assez étonnante à dire. On a un peu exploré forcément l'esprit suisse, on a vu comment étaient réparties les langues dans leur pays. Bon, forcément, je pense que vous avez découvert le Ornous. Personnellement, comparé au golf, je trouve que ça bouge un peu plus. Voir les défenseurs balancer leur pelle à pizza pour rattraper le Ornous, c'est quand même assez amusant. Et si vous aviez encore des doutes, j'ai pas de terrain sous la main. Néanmoins, j'ai un témoignage extrêmement positif. Les néophytes trouveraient ça plus excitant que le curling. Je suis une personne sérieuse et appliquée, je vous transmets donc mes sources. Swiss Info. Déontologiquement, on doit quand même avoir un petit doute sur l'impartialité de ces propos. Enfin voilà quoi, Swiss Info comme nom de journal, ce n'est pas non plus anodin. Les Suisses, ils adorent le Ornous, on l'a dit, et prendre le curling en contre-exemple, moi je trouve ça franchement bas, voire malhonnête. Merci d'avoir écouté ce numéro de Culture et Source de connaissances, fournisseur officiel de savoir éclectique à l'utilité inégale lors de vos dîners mondains, amuseurs culturels, farfouilleurs de sport qui en disent beaucoup. Après tout, pour qu'on se porte bien, faut se culturer. À la prochaine. Vous connaissez maintenant tous les secrets du Ornous. Pour d'autres sports et autres bizarreries, retrouvez Culturé, la chronique de JB sur le site de west-track.com. Dans un instant, nous allons parler jeunesse avec la littérature. Auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices seront présents et présentes le 28 juin au Havre au Square Saint-Roch pour le retour de Partir en livre Escale Havraise. Un moment de culture, de littérature, mais de lecture, de détente, de spectacle. Toute la programmation vous sera révélée dans un instant avec notre invité. C'est juste après 2 titres. D'abord, partons au Canada avec cette nouveauté, Le Dernier Homme de Paul, suivi de Only for You. Cette nouveauté, c'est Deg Yetter qu'on retrouve. Et juste après, donc, on parle de Partir en livre.
Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Que tu causes de moi, même si je ne sais pas pourquoi, je dois avouer que ça me fait de l'émoi. Tu dis que j'ai un regard de luxe, l'inverse d'un oligarque russe. Je suis français, j'ai un truc en plus, que quand tu me vois en train de rigoler, te paraissent illuminé, tu te sens follement subjugué. Et quand tu gardes tes grands yeux fermés, tout ton corps t'a frissonné, rien qu'à l'idée de toi. Je dois bien reconnaître que je pense souvent à toi, même si te l'avouer j'ose pas, j'y peux rien, je suis fichu comme ça. J'aime entendre le son de ta voix qui me raconte des trucs sur toi et plein d'autres que je connais pas. Je vais t'envoyer le genre de cinéma, projecteur braqué sur moi, un peu d'artifice au fond de toi. Et dans les rêves que je fais, même m'éveiller, je te vois déshabillé, ne touche pas qu'être enchanté. Et vous êtes sur Westrack Radio, il est 17h45, merci d'être avec nous dans le Magal West. Je l'avais promis, on va parler littérature jeunesse avec le retour d'un événement que vous connaissez sûrement si vous êtes havrais et havraises. C'est l'événement Partir en livre qui revient le 28 juin. Et pour nous en parler, j'accueille Thomas Siriot et Frédéric Blanc-Aubert au micro de Westrack. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour à vous. On va pouvoir donc parler de cet événement très attendu pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus grands. Littérature jeunesse, auteurs, illustrateurs et d'autres spectacles aussi sur scène. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut dresser un petit portrait de cette édition 2025 de Partir en livre au Havre ? Quel est le fil rouge cette année ? Alors le fil rouge, en fait, il est décliné ni plus ni moins que du Centre national du livre qui pilote cette opération, donc à l'échelle du territoire français évidemment. Donc c'est la 11e édition du 18 juin à la fin de juillet, sur le thème cette année des animaux et nous. Donc un thème qui va forcément plaire aux enfants, parce que les animaux, les doudous, on va pouvoir se rouler dans l'herbe, jouer, s'amuser à lire, à raconter des histoires pour les tout petits, mais aussi pour les plus grands, durant cette journée, en espérant une chose, c'est qu'il fasse beau.
Et oui, comme chaque année. Alors en effet, il y a toujours une thématique nationale pour cet événement, et puis on l'appelle l'escale havraise parce que c'est à notre sauce, la version normande. Comment est-ce qu'elle est réinterprétée cette année, cette escale au Havre ? Alors cette escale, elle est interprétée déjà par la durée. On était traditionnellement depuis 5 ans maintenant sur le week-end, samedi, dimanche. Cette année, nous ne sommes que sur le samedi parce qu'on est un peu victime de notre succès. C'est la période où les gens sortent, évidemment. On a beaucoup de fêtes de quartier sur l'échelle de la ville. Donc on est à la fois au Square Saint-Roch, mais aussi dans 2 autres quartiers à la fois. Et donc nos équipes et nos temps de travail sont pas si élastiques que ça. Et donc on essaye d'être à peu près partout pour satisfaire évidemment les petits et les grands. Donc ce qui explique que cette année, on est uniquement sur le samedi sur le Square Saint-Roch. La fréquentation est toujours très bonne sur cette manifestation. On attend effectivement, alors en fonction de la météo bien entendu, mais si tous les indicateurs sont au vert et au jaune, on devrait effectivement avoir à peu près 2000-2500 personnes. Et je crois que c'est une nouveauté cette année, justement, d'être disponible aussi dans les quartiers. En général, ça se concentre dans le Square Saint-Roch. Oui. Là, vous êtes donc en déplacement. Où est-ce que ça se passe, ces autres rendez-vous ? Alors, on est sur la fête de quartier de Bléville notamment, avec plusieurs propositions pour le coup. On a un véhicule qui nous permet ce qu'on appelle la biblionomade, qu'on a acquis depuis 2 ans maintenant, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles, qui est un véhicule électrique, un petit fourgon qui nous permet d'aller un peu partout. Hein. C'est un véhicule un peu tout-terrain. En fait, dans les squares, les parcs, ce que l'on fait donc tout au long de l'été, avec des quartiers qui ont aussi prioritairement. Donc on va en centre-ville effectivement avec Partir en livre, et puis après on va sillonner les quartiers de Massillon, le quartier de Coquerilleville, le quartier de la Mare-Rouge, les quartiers sud également, avec plusieurs propositions, et on finira l'été au parc de Rouelle, avec la compagnie des Nuits Vertes et leur Charivarium, qui est un grand café littéraire itinérant, pareil, qui ça va s'adresser aux petits et aux grands de 10h à 18h. Et vous avez mentionné certains quartiers du Havre qui sont parfois éloignés de la culture. Exactement. Et des livres. C'était donc important de cibler ces quartiers et d'aller directement à la rencontre des publics. Oui, tout à fait. Alors la manifestation escale au Partir en livre, escale havraise, et notre manifestation développée sur l'été, Lire à l'air libre, s'inscrivent dans un vaste programme qui s'appelle le plan lecture Lire au Havre, qui a été initié par Édouard Philippe il y a une bonne 12aine d'années maintenant. Et notre souci, c'est effectivement d'avoir à la fois un réseau de bibliothèques modernes, équipées, adaptées, totalement accessibles à tous, à toutes les tranches d'âge. Et donc, on a un maillage d'équipements publics sur le territoire, donc des bibliothèques que les gens connaissent relativement bien, et des relais lecture. Ces relais lecture, en fait, sont de petites unités de lecture publique qui sont la plupart du temps adossées soit à des fabriques, soit à des centres sociaux. Et ce maillage très dense, plus un bibliobus très dense sur le territoire, nous permet d'aller au plus près des habitants, en toute proximité, îlot par îlot, à l'année. Alors, comme on est en Normandie, effectivement, la météo n'est pas forcément favorable à ce qu'on fasse ces sorties extérieures en période hivernale, mais on arrive quand même à faire des choses, en couvert à l'intérieur. En tout cas, cette escale sera donc en lien avec les fêtes de quartier. Et puis, il me semble que c'est aussi le lancement, l'inauguration d'un été au Havre. Donc, vous êtes totalement en fête avec le reste de la ville. Alors, on va s'intéresser à cette programmation, ce qui intéresse les petits, les grands qui viennent chaque année à cet événement, rencontrer auteurs, autrices, artistes. Qui est-ce qu'on pourra rencontrer sur ces éditions et quels sont les moments à ne pas rater ? Donc cette année, oui, c'est vraiment une invitation à savourer le plaisir de lire dans l'herbe, de jouer, de danser, de chanter, de s'amuser. Donc au programme, comme à notre habitude, des ateliers créatifs, des lectures, une grande boom qu'on avait organisée l'année dernière. Donc là, on propose de clôturer la manifestation par une boom portée par les boomboxers, des ateliers philo, des jeux, un parcours de motricité, pour les tout petits, parce que vraiment cette manifestation s'adresse des tout petits jusqu'aux 99 ans. C'est à peu près 17 rendez-vous distillés durant la journée. On attend les publics à partir de 9h30 pour un démarrage à 10h et une fin vers 18h. Donc si on compare à l'année dernière, beaucoup plus appuyé sur le côté mobilité, bouger, danser peut-être un petit peu, c'est ça ?
Oui, exactement. La boom, c'est pas une nouveauté cette année, on l'avait déjà fait l'année dernière. Et de clôturer une boom pour une manifestation pour des enfants, c'est juste génial parce que on a pu s'amuser toute la journée et puis à la fin on se libère un peu, on fait un peu les foufous sur de la musique. Et le groupe qui est présent a vraiment l'habitude d'emmener les gamins. Et donc c'est un beau finish et du coup les parents s'y mettent. Alors sur cette manifestation, ce qui est assez drôle, c'est que on a des tout petits, effectivement, des familles qui viennent vraiment avec les plus grands, les tout petits. Et on a essayé de contenter tout le monde. Et les plus anciens aussi, puisqu'il y a beaucoup d'habitants du quartier qui ont l'habitude de se promener dans le square. Et ce qu'on observe depuis 2-3 ans maintenant, c'est que les personnes plus âgées qui profitent en fait du parc, profitent aussi de la manifestation et restent quasiment toute la journée à écouter les histoires pour les petits, pour les grands. Et pourquoi pas danser avec les gamins à la fin. Et on était sur place avec la caravane et je peux confirmer qu'il y avait un véritable engouement pour la boom. C'est-à-dire qu'on avait des invités qui partaient plutôt des interviews pour rejoindre la boom. Et les invités, c'était des adultes. Je tiens à le préciser. Peut-être vous donner quelques noms d'auteurs présents. Donc on a opéré un fin mélange, comme à notre habitude, avec des autrices locales, havraises, avec des autrices, une autrice plus nationale. Donc on aura la présence de Louise Gano, voilà, Emma Giuliani et Emmanuel Algan, qui vont donc proposer des ateliers créatifs, une grande fresque, voilà, un certain nombre de rendez-vous axés autour de leur ouvrage. Parce que ce qui est important, c'est de mettre en avant, voilà, aussi leur production éditoriale. Et à ce titre, à l'issue de chacun des rendez-vous, les autrices seront en dédicace à la librairie de la manifestation, qui est montée en collaboration avec la librairie La Galerne. Oui, chaque année, ces ateliers, c'est la possibilité de découvrir l'univers d'une autre manière, parfois en participant nous aussi, avec un côté créatif. Les enfants viennent dessiner des monstres, découvrir les personnages. C'est vraiment ça l'importance. C'est pas seulement une manifestation où on va nous lire des histoires, on va participer aussi à la construction de tout ce monde. Tout à fait, ouais, on s'attache vraiment à ce que le public il soit pas que spectateur, mais vraiment acteur. Et s'empare vraiment de cette manifestation. On capture bien l'esprit de partir en livre, mais il y a aussi des lectures, des temps où on peut écouter en effet petits et grands. C'est un temps où en général le Square Saint-Roch devient tout calme et on entend les cris des personnages, les histoires résonner. Quelles histoires on va pouvoir retrouver durant cet après-midi ? Alors le réseau des bibliothèques est en train de préparer une sélection d'ouvrages à partir des œuvres des autrices invitées. Et donc voilà, on aura 2 grandes lectures à 11h et à 15h qu'on a intitulées Drôles de petites bêtes, et voilà, qui seront des lectures portées par les bibliothèques. On a aussi la comédienne Corinne Belay qui revient avec Madame Faboula et qui va proposer des temps de lecture et proposer aux petits et aux grands des poupées tracas. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai cru entendre qu'il y avait une voyante dans une caravane. Vous pouvez m'en dire plus ? Bon, tout est dit. Voilà, à découvrir sur place ? Oui, ça sera vraiment à découvrir sur place. On va pas. En tout cas, les enfants repartiront avec une petite poupée tracas. Ok, voilà. Très bien, c'est noté. On va parler aussi des enfants, de la lecture, parce que en effet, Partir en livre, c'est donc un réseau national. L'importance de donner l'accès à la culture aux plus jeunes. Est-ce que vous remarquez au Havre, on le dit, il y a du monde qui vient, mais est-ce que vous remarquez un véritable impact au niveau peut-être des jeunes qui viennent découvrir les bibliothèques, le réseau, peut-être aussi le bibliobus ? Vous remarquez peut-être de nouveaux usagers, des personnes qui s'intéressent et qui se tournent à la lecture ? Oui. Oui, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je l'évoquais un petit peu en préambule, la politique publique de promotion de la lecture, donc ce plan lecture Lire au Havre, s'inscrit dans le temps. C'est une politique durable, donc plus d'une dizaine d'années, avec une structuration de réseau, des services nouveaux, notamment numériques, pour les ados, pour les seniors aussi. Comment s'approprier la lecture quand on a des problèmes liés aux pathologies du vieillissement, on voit un peu moins bien, on entend un peu moins bien. Donc on a un tas d'outils qui nous permettent effectivement de répondre à tous. Alors la fréquentation en bibliothèque est très stable. On a, comme tout le monde, vécu cette reprise d'activité après les années Covid, et on retrouve tranquillement notre niveau d'activité avant cette période pandémique. Au Havre, on a la chance effectivement d'avoir des publics curieux,
mobile, mais on ne s'en contente pas. C'est-à-dire comme je l'évoquais tout à l'heure, on va toujours, on a de multiples propositions en bibliothèque, ce qui va être le cas cet été avec un tas de propositions, et puis des formules qui nous permettent d'aller au-devant du public, dans des associations, dans des institutions spécialisées, dans les écoles, etc. etc. Ce qui fait qu'au bout du compte, chaque lecteur peut y retrouver son compte, mais surtout, dans un plan de promotion du livre, on s'attache aussi à aller voir ceux pour qui la lecture n'est pas forcément une envie, un plaisir. Et ce qu'on constate effectivement depuis cette dizaine d'années maintenant, c'est que tranquillement, nos objectifs sont atteints, mais on ne s'endort pas sur nos lauriers. C'est un combat permanent, parce que les générations changent, les usages changent, et que aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on était sur les seniors à effectivement sensibiliser à l'outil informatique. C'est quoi une souris? Comment je manipule une souris? Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. C'est comment gérer son identité numérique, comment sécuriser mon identité. Donc on a fait, rien que pour le public senior, une très nette évolution. Pour le public ado, c'est exactement pareil. On est par exemple sur l'intelligence artificielle, on travaille de plus en plus sur des propositions très concrètes pour que les jeunes comprennent que c'est un outil très intéressant, mais ça peut être aussi un outil dangereux. Et donc il faut, comme toute technologie, la maîtriser pour pouvoir s'en servir au mieux. Donc on va continuer effectivement dans les années qui viennent à travailler sur cette dynamique de la promotion du livre, de la lecture, de l'écriture, du graphisme, parce qu'on est convaincu qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Travailler en étroite collaboration effectivement avec l'éducation nationale, ça nous permet aussi de réaliser que les deux sont liés, intimement liés. Ce qu'on propose justement sur Partir en livre, il y a des ateliers graphiques avec des auteurs, des artistes, mais ce graphisme nous permet de rentrer dans un univers, mais d'accéder au livre, et du coup de faire des lectures, raconter des histoires. Ce qui fait la force de ce plan lecture au jour d'aujourd'hui, c'est effectivement les histoires qu'on raconte. Quel que soit l'âge que l'on a, on adore raconter des histoires, que ce soit des vidéos, des podcasts, des lectures. Tout est prétexte à l'histoire. On adore aller au cinéma, évidemment. Donc, on s'appuie là-dessus et on essaye toujours de se réinventer. Rien n'est acquis. Et c'est ça qui est très important. C'est donc un plan très, très dynamique pour le coup. Et ça passe aussi par le ludique, en effet, ce genre d'événements et de festivals. Ce sera le 28 juin au Square Saint-Roch, mais aussi dans vos quartiers. Avant de donner les précisions pratiques sur où est-ce qu'on peut retrouver la programmation, etc., moi j'avais une question pour un avenir, peut-être une prochaine édition de Partir en livre. Et si on pouvait proposer une activité totalement rêvée, pas encore réalisée, ce serait quoi pour vous votre Partir en livre de rêve ? Eh bien, comment on le fait au Square Saint-Roch, d'avoir une proposition beaucoup plus itinérante encore qu'elle ne l'est, dans plus de quartiers de la ville, durant les 2 mois d'été, avec des propositions qui paraissent... On parlait effectivement de notre voyante Ella Fabula, ça fait partie des petites curiosités. Théâtraliser la lecture, c'est aussi important que le livre en soi, dans la mesure où quand vous vous rendez sur un quartier où le public est a priori pas forcément au courant, où on arrive comme ça au détour d'un chemin, d'un parc, et tiens, il y a une surprise, et cette surprise, elle capte forcément l'attention. Donc c'est ça l'idéal, demain, que l'on puisse encore travailler sur les quartiers, notamment. Et on va donc préciser cette programmation, cette voyante, ces lectures, où est-ce qu'on peut les retrouver, quel jour, et toutes les informations sont disponibles directement sur le site de la ville ? Sur le site des bibliothèques, oui. Les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui. Donc voilà, il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont sur inscription, les ateliers. Le reste est en accès libre et bien entendu, les publics qui ne peuvent pas s'inscrire, on trouvera toujours un moyen de leur proposer un rendez-vous, de leur permettre d'accéder à un rendez-vous. Donc voilà, en tout cas, toute la programmation est en ligne. Elle est aussi dans tous les lieux culturels. Voilà, on a un petit dépliant programme. Donc voilà, on peut réserver à partir d'aujourd'hui et on donne rendez-vous à tout le monde le 28 juin. Et pour les rendez-vous avec réservation, ce sont les ateliers. En effet, les lectures, c'est totalement ouvert. Tout à fait. Et puis en général, avec la sonorisation, on entend même quand on est aux alentours. Et j'en profite pour préciser, si vous n'avez pas l'occasion de venir sur place, même si on vous invite fortement à nous rejoindre, Westrack sera sur place avec la caravane. On sera à nouveau là pour vous proposer des interviews, des artistes, des illustrateurs, des chroniques, des jeux. N'hésitez pas à passer nous voir si vous êtes dans le coin et surtout à embarquer les enfants, les amis, la famille pour vivre ce moment lecture. Ce sera le 28 juin prochain. Toutes les informations sur le site des bibliothèques. Merci beaucoup à vous deux.
Merci. Et puis on se donne rendez-vous le 28 juin. Et je vous donne aussi un autre rendez-vous, celui de demain, pour le prochain Magal West, dernier Magal West de la saison. Et oui, on va passer en mode été par la suite sur Westrack. Et pour commencer cet été avec la chaleur de ce soir, je vous propose un titre, Help Me Out, direction les États-Unis, avec Tyler Ballgame. Très belle soirée à vous. Sorry from an operator. I let you That's why you gotta help me out. And I